William Bellet, bonjour. Bonjour Quentin Périnel. Alors un tube mondial, un tube musical mondial, vraiment un carton plein, millions de vues, j'allais dire, mais non, mais millions d'écoutes, millions d'euros, millions de dollars, et vous trouvez ça bizarre, peut-être par goût personnel ou peut-être parce que sur le papier c'est pas. C'est une manière originale d'entamer. Je dirais que un morceau très curieux, par exemple, on pourrait penser à Baby Shark. Baby Shark qui est un peu une espèce de comptine pour enfants, mais qui est aussi un morceau, qui aujourd'hui est la deuxième chanson la plus écoutée et vue sur YouTube au monde. Voilà. Ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien du tout. Ce qui n'est pas rien du tout. Ouais, ah là, j'ai envie de. Non, je vais pas vous demander de chanter. Allez, on envoie. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Dessineur du Figaro avec aujourd'hui William Bellet, cofondateur il y a 4 ans, un peu plus en réalité, de Boléro Musique qui permet d'investir justement dans la musique. On va en parler, mais avant ça, donc Boléro, c'est en référence, j'imagine, au Boléro de Ravel, donc œuvre incontournable dont les droits étaient un truc juridiquement une grosse affaire. Ouais, c'est un euphémisme. Oui, il y a une grosse affaire. C'est vrai que on a choisi ce nom pour 3 raisons. Il y a évidemment la dimension française et un peu souveraine. On est content aujourd'hui d'avoir créé une innovation qui est assez inédite et avec notre savoir-faire français. Donc c'est un petit clin d'œil à Ravel pour ça. Il y a le fait beaucoup moins romancé que le boléro, c'est 3 consonnes, 3 voyelles, donc ça se prononce de la même manière dans tous les pays du monde. Et la troisième chose, c'est que au-delà des litiges que le boléro de Ravel a créé, c'était aussi pendant un certain temps la chanson la plus écoutée dans le monde. Il y avait même une phrase très connue qui disait toutes les 10 minutes le boléro de Ravel est joué quelque part dans le monde. Et alors le boléro de Ravel et toutes les variantes, les reprises, il y avait une émission je crois sur Radio Classique, j'avais écouté il y a quelques mois, il existe des centaines et des centaines de versions différentes avec des instruments différents, etc. Donc c'est un marché, on peut parler de marché. On pourrait presque imaginer un boléro index effectivement comme ça. Votre boléro à vous, le boléro de Bellet et de votre associé commence quand? Alors pourquoi c'est associé et pourquoi le déclic, l'étincelle, elle s'est produite comment et quand? Enfin, quand on le sait, c'était il y a 4 ans et demi. Mais non, mais c'est une excellente question. Alors, le boléro de William Bellet, Arthur Hamon et aussi 10 personnes qui constituent l'équipe aujourd'hui à Paris. Ouais. C'est une histoire donc, qui a commencé il y a 4 ans. L'intuition, elle vient pendant le premier confinement. En fait, c'est un moment. Vous faites partie des entrepreneurs que dans le confinement a suscité un élan créateur. Le déclic. Exactement. Et pendant le premier confinement, donc moi de base j'avais un certain réseau dans la musique, grand passionné depuis tout jeune, joue plusieurs instruments. Et en fait pendant le confinement je me suis intéressé au sujet de mes finances personnelles. Et donc j'ai découvert tout un tas de produits d'investissement, parce que c'était une belle époque, on avait, en tout cas pour la majeure partie des Français, on avait un salaire et pas grand chose à faire, donc c'était le bon moment pour épargner. Et en fait au fur et à mesure de mes recherches, à un moment je me suis dit mais j'aimerais bien investir dans la musique en fait. Comment on peut faire ça? Donc j'ai commencé à faire quelques recherches et en fait il y avait pas beaucoup de leviers, il y avait pas beaucoup de véhicules. Donc je me suis dit mais ça serait intéressant quand même de voir comment est-ce qu'on pourrait construire ça. Donc j'ai fait mes recherches, j'en ai parlé aussi autour de moi pour voir si il y avait un levier côté artistique. En fait je me suis intéressé très rapidement au droit musical. Pourquoi le droit musical? Tout simplement parce que le droit musical c'est le sous-jacent de la musique et c'est ce qui fait la valeur des chansons. Et donc vous avez consulté j'ai dit n'importe quoi, des avocats en propriété intellectuelle, des gens très Alors on est bien entouré, effectivement, on est entouré par certains avocats dont la spécialité est la propriété intellectuelle, mais avant toute chose c'est surtout les artistes eux-mêmes, parce que déjà ça leur appartient, c'est un droit qui leur appartient. Alors certes ils ont un droit patrimonial mais ils ont aussi un droit moral, ils ont les deux, et surtout on s'est dit mais est-ce qu'en fait si demain on crée une place de marché à travers laquelle artistes, auteurs, compositeurs et tous les corps de métier de la musique pouvaient lister leurs droits musicaux, est-ce que ça serait pertinent? Est-ce que ça viendrait résoudre un de leurs problèmes? Et il se trouve que oui, parce qu'en fait aujourd'hui, si vous voulez, le marché des droits musicaux dans le monde c'est 45 milliards de dollars, c'est un marché très opaque, qui est dirigé par les entreprises établies du secteur, qui ne voyaient pas du coup d'un très bon œil votre arrivée. Il y avait un peu de défiance, quelque chose comme ça. Il y a toujours un peu de défiance. Je me souviens très bien d'une phrase qu'un exécutif d'une major m'a dit en fin 2021, donc ça remonte.
Il m'a dit on vient tout juste de se remettre du streaming et de trouver notre équilibre à travers ce modèle économique et vous arrivez encore avec quelque chose. Mais la réalité, c'est qu'on ne cannibalise rien et en fait, on vient compléter la boîte à outils d'un artiste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va lui apporter une solution pour trouver de la liquidité à des termes plus avantageux que s'il allait chercher ça auprès des circuits traditionnels. Donc vos clients, c'est qui du coup aujourd'hui? Ensuite, on parlera d'investissement un peu en coulisses. Oui, alors pour bien répartir les rôles, en fait, les créateurs, donc les artistes, les auteurs-compositeurs, les éditeurs, les producteurs sont nos partenaires. Donc on est à leur service, on est là pour vraiment travailler dans leur intérêt, à leur bénéfice. Ils nous confient aujourd'hui leurs actifs, leur propriété intellectuelle pour la mettre sur le marché. Et en face, on a nos clients qui sont du coup à la fois des investisseurs particuliers. Aujourd'hui, on a une place de marché qui est ouverte à toutes et tous, à travers laquelle vous pouvez commencer à déployer du capital dans la musique. Et on a un club restreint de partenaires family office, gestionnaires de patrimoine, qui, eux, aujourd'hui, sont en recherche de produits de diversification pour leurs clients. Parce que dans un monde de plus en plus incertain, c'est toujours bien de mettre ses œufs dans différents paniers. Et donc, c'est amusant, parce que là, je reviens à ma première question sur ce succès Baby Shark. Si je caricature, 6 mois, là j'ai n'importe quoi, 5 000 € à investir dans la musique, vous allez m'aiguiller sur où est-ce que je peux et donc si j'investis dans Baby Shark, ça devrait bien se passer pour moi et pour tout à fait, c'est ça. Donc tout à fait, on pourrait le voir comme ça. On a un département musique en interne qui est dirigé par des personnes très talentueuses qui ont une grosse expertise dans la musique de par leur carrière et leur savoir-faire, et elles sont responsables de la curation, de la sélection justement des catalogues. Et donc nous, une fois qu'on a sourcé ces catalogues, qu'on les a valorisés, on va les mettre sur le marché. Et donc, au travers d'un actif, vous allez pouvoir vous exposer à des centaines ou des milliers de morceaux. Comme ça, by design, vous avez de la diversification. Et donc, votre rôle un peu de cette équipe, c'est d'essayer de déceler les potentiels énormes succès de demain, en gros. Et les potentielles surprises aussi, d'ailleurs, parce que vous le disiez tout à l'heure, on vit dans un monde inattendu, tout peut arriver, notamment en matière d'investissement. Alors, c'est intéressant, oui, ce que vous dites. Alors, on a plutôt tendance, justement, à chercher les valeurs sûres. Et pour réussir à identifier des valeurs sûres, il faut avoir de l'historique. Ce qui signifie que, je vous donne quelques exemples pour que à la fois l'audience et vous ayez ça en tête, mais en 2024, le catalogue des Pink Floyd s'est vendu pour 400 millions de dollars. Le catalogue de Justin Bieber, qui est un peu plus jeune, s'est vendu pour 180 millions de dollars. Pourquoi est-ce qu'on parle de ces sommes-là pour ces artistes-là? Tout simplement parce qu'ils ont un track record de revenus qui est établi. On sait que ça va fonctionner. On sait que ce sera toujours écouté. À la fois parce que c'est rentré dans les mœurs, que finalement ces catalogues sont composés de chansons qu'on peut qualifier de classiques. Et en même temps, parce qu'aujourd'hui, grâce à la data, et grâce à l'ère du streaming, l'ère du digital, on est capable de projeter dans le futur les niveaux de consommation de ces chansons-là. Donc aujourd'hui, en fait, si je vous propose des catalogues, je vais plutôt vous proposer, et comme on l'a aujourd'hui, on a plus de 3000 chansons qui sont listées sur Bolero, aussi bien des chansons issues du marché francophone que des États-Unis ou même d'Afrique. Et il se trouve que sur ces chansons-là, il y a aussi bien des disques de diamant, des disques de platine, on a des œuvres qui sont interprétées par Jul, Barbara Pravi, Aya Nakamura. On a aussi des chansons interprétées par The Weeknd, Tupac, Biggie, donc on est très varié. Mais c'est vrai qu'on va venir chercher cette espèce de fiabilité et d'historique qui nous prouve que dans 20 ans, cette chanson sera toujours pertinente commercialement et culturellement. Vous avez Born to Be Alive de Patrick Hernandez ou pas? Pas encore, mais j'aimerais bien. Dans 20 ans, est-ce que les gens écouteront toujours ça? Là, ça commence à faire quelques années. Évidemment. D'ailleurs, il y avait je crois que c'était sur le Figaro, il y avait une interview où il citait le montant qu'il gagnait tous les jours grâce à cette chanson, qui est délirant. Qui est absolument délirant. Je reviens, oui, sur l'investissement. Là, vous dites, on pousse des investissements un peu sûrs dans une certaine mesure. Mais c'est un peu comme n'importe quel investissement. C'est-à-dire la prise de risque, vous ne l'avez pas encore trop développée, c'est ça? Il n'y a pas encore un produit que vous proposez à vos clients qui est, c'est des investissements à risque dans une certaine mesure. En fait, investir comporte des risques dans tous les cas. Ce qui est intéressant ici, c'est de se dire, aujourd'hui, la musique est un actif très attirant parce que peu importe la conjoncture, peu importe les cycles de marché, la musique est écoutée. Et c'était également un marché qui a une croissance à 2 chiffres chaque année. Aujourd'hui, nous, on a l'habitude des plateformes de streaming, mais il faut imaginer tous les pays émergents, tous les pays en voie de développement qui aujourd'hui ont des populations qui s'abonnent tous les mois aux plateformes de streaming et qui aussi découvrent des catalogues. C'est-à-dire que nous, il y a des catalogues qu'on écoute depuis les années 80, les années 90 qui sont rentrés dans les mœurs. Mais il y a plein de nouvelles audiences qui débarquent grâce au digital et qui en fait viennent relancer parfois certains cycles de consommation des chansons. Ah ouais.
Ça arrive aussi parfois. Ah oui, complètement. Ouais. Je vous donne un exemple. On a listé le catalogue d'une star de l'afropop qui s'appelle Davido, qui aujourd'hui est ultra super établi, qui vient du Nigeria. Bon, bah, typiquement, aujourd'hui, l'audience de Davido, malgré le fait que ce soit une star au Nigeria, elle est en réalité majoritairement aux US et en Europe. Et là, ce qu'on observe, c'est que depuis quelques mois, il y a de plus en plus d'auditeurs en Asie qui commencent à écouter Davido. Et là, ça devient un peu intéressant. Est-ce qu'il faut, alors vous avez créé, on a bien compris, un pont entre deux univers qui ne se parlaient pas trop encore. Est-ce que, en revanche, pour faire ce métier d'investisseur dans la musique, il faut être soi-même passionné? Parce que quand je vous écoute, j'entends que vous êtes passionné, que vous connaissez, vous avez une culture générale de la musique haut de gamme. Est-ce que c'est le cas pour tous ceux qui travaillent avec vous déjà en interne, ceux que vous recrutez? Est-ce que c'est nécessaire d'avoir cette appétence et cette familiarisation avec toutes les musiques? C'est une excellente question. Je dirais que ce n'est pas nécessaire, puisqu'en réalité, parfois être trop passionné, ça peut diluer la prise de décision et parfois on va perdre en objectivité. Donc je dirais, je dirais qu'au contraire, peut-être que les profils les plus performants, c'est ceux qui sont le moins passionnés. En revanche, effectivement, il faut avoir une appréciation de la culture dans son ensemble. Et nous, aujourd'hui, typiquement, dans certains de nos principes, on répète souvent « culture is capital ». Et en gros, le plaidoyer de cette phrase, c'est de dire la culture est un actif en soi qui doit être valorisé correctement et qui doit être respecté. Donc nous, justement, avec ce plaidoyer-là, on arrive à faire le pont entre finance et culture, qui sont effectivement deux mondes qui, de base, ne se parlent pas beaucoup. Qui ne se parlent pas beaucoup, et c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'en effet, vos chouchous artistiques ne sont pas forcément les plus bankable dans une certaine mesure, et à l'inverse, des choses que vous n'aimez pas du tout le sont peut-être davantage. Alors, on me souffle dans l'oreillette en régie le nom de Diane Nakamura. Est-ce que c'est un fait de votre question? Comment est-ce que, si on prend le pouls du côté business, investissement d'une artiste comme ça? Écoutez, Aya Nakamura aujourd'hui c'est un joyau culturel français dans la mesure où c'est l'artiste française la plus écoutée dans le monde. Nous on a eu la chance de collaborer avec son éditeur, donc pas avec elle directement, mais avec son éditeur, et ça nous a permis de mettre sur le marché l'œuvre qui s'appelle Pookie et qui a été effectivement performée pendant la cérémonie de Paris 2024. S'en est suivi évidemment des semaines de croissance sur la consommation du titre et donc une hausse du rendement. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on va attirer à la fois une audience, en tout cas une population d'investisseurs qui va être drivée par ses goûts musicaux et qui, comme on aime bien le dire, va streamer son portfolio ou va se créer des playlists avec son portfolio. Et on va aussi driver une audience qui, elle, pour le coup, n'est pas aficionado de la musique, c'est pas des fins connaisseurs, mais simplement, il croit à l'actif en tant que tel et au rendement que ça génère. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai investi dans tel artiste sur mon Spotify, je vais l'écouter et voir comment ça évolue, quoi. Exactement. C'est ça. C'est une sorte de Strava de la musique sur les métriques, c'est sûr. C'est en fait penser une fusion parfaite entre une place boursière et Spotify. Ok, voilà, c'est ça. C'est parfaitement résumé. Comment est-ce que vous comptez le développer, ce business, et quels écueils il va falloir que vous évitiez? Est-ce que vous avez déjà prévu des petits bâtons dans les roues ou des choses qui peuvent mettre à mal, que ce soit votre business model ou écoutez, votre déploiement? De manière très simple, aujourd'hui c'est l'historique et le track record qui parlent pour nous. Nous sommes là depuis plus de 4 ans, donc on a su se créer la légitimité à la fois d'un point de vue culturel et d'un point de vue financier. On a encore énormément de jalons à passer et il y a évidemment un challenge imminent pour nous qui est le cap de l'international. Aujourd'hui, on est basé en France, on a des ingénieurs français, on a une équipe française mais qui a une capacité à se projeter à l'international qui est très importante. Et donc la question, ça va être de savoir, alors là on l'a déjà validé d'un point de vue artistique, donc avec des créateurs, on a déjà réussi à avoir des catalogues qui viennent des États-Unis, pour citer ce pays en question. Maintenant, le challenge, ça va être de projeter notre innovation sur le marché américain, pourquoi pas sur le marché du Middle East et de l'Asie aussi progressivement, et voir si on arrive à finalement créer un standard, puisque dans tous les cas, notre ambition, c'est de créer la plus grande place de marché d'investissement dans les droits musicaux au monde. C'est très clair. Ça sera le mot de la fin. Merci William Bellet d'être venu sur ce plateau. Merci Quentin. Vous êtes cofondateur donc de Bolero Musique. Effectivement, on peut difficilement oublier ce nom de société. Merci, à très vite. Merci de m'avoir reçu.